C'est ce problème-là, c'est que quand vous avez un bien, il peut vous rester 50% du stock, mais à partir du moment où la demande, la production ne suit pas la demande, les prix s'envolent. Or, toute civilisation s'est constituée sur des matières facilement accessibles. Par exemple, la civilisation du phoque, pour les Esquimaux, c'est parce que le phoque était très facile à avoir. Nous, on a construit une civilisation extraordinaire autour du pétrole parce que le pétrole était abondant. Le jour où le phoque devient rare, la civilisation du phoque se termine. Le jour où le pétrole devient excessivement cher, toute notre civilisation s'effondre. Alors même si on se reportait sur le coal, sur le charbon, qui reste une des ressources les plus vastes, on est là aussi en situation de difficulté pour les mêmes raisons. C'est la capacité de production qui compte, ce n'est pas les stocks. Alors les conséquences de ça vont être très sévères. Et il faut les anticiper. On les voit, la non-anticipation du début de ça, juste du début de ça, est en train de précipiter 500 millions de gens dans la famille. On n'en est qu'au début. Alors en plus, il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, ce choc fait que l'ensemble du projet ou de la valeur boursière de la plupart du CAC 40, enfin de toutes les plus grandes entreprises, devient extrêmement volatile. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand vous achetez une action de L'Oréal, vous achetez une croissance à 2 chiffres sur les 30 ans prochains. Or, dans ce contexte-là, ça devient impossible. Donc, de toute façon, on peut anticiper une chute massive de la valeur boursière des actifs. Et à ce moment-là, les gens, comme il y a énormément de liquidités dans le monde, les gens se précipitent sur l'endroit où ils vont pouvoir continuer à faire cette croissance à 2 chiffres. Et où ils peuvent le faire, c'est dans les matières premières. Donc il y a une spéculation qui vient jeter de l'huile sur le feu sur le processus. Le troisième chose qui est fondamentale, c'est de se rendre compte qu'il n'y aura pas de solution technique. C'est la grande illusion qui nous a bercé pendant 10 ans, 20 ans. C'était qu'on allait trouver une solution technique à ce problème. Il n'y a pas de solution technique. C'est dans les 5 ans, et on sait qu'il n'y a pas de solution technique. Et c'est ça qui est très important d'affronter. Typiquement, le biofel. On a commencé à se dire, ah ben voilà, on va trouver, on remplace le pétrole par la chose. Déjà, dès qu'on a commencé à faire un tout petit peu pas dans ce cas-là, et ça représente bien l'image, et on arrache la nourriture, parce que pour faire un litre d'essence, il nous faut... Alors on voit bien que dans ce modèle, quand vous supprimez l'essence, le pétrole, même, alors ça on a beaucoup travaillé ça avec Thierry Godin, même si vous grossissez le nucléaire, ce qui impliquerait un plan complètement gigantesque de produire plein de centrales nucléaires, parce que c'est le seul, et même ça, imaginons même que vous le grossissiez énormément, de nouveau vous tapez sur la même situation, mais cette fois-ci, c'est l'uranium qui manque. Il y a des perspectives. Oui, mais pas Alors, la seule chose, et ça recoupait déjà les travaux qu'on avait fait avec Henri Conze là-dessus, en fait, la seule chose qu'on voit, c'est que par contre, quand vous voyez cette construction précédente, vous dites, bon, est-ce qu'on va grossir ça, est-ce qu'on va grossir ça, où est-ce qu'on peut grossir? On ne peut pas grossir. Par contre, si vous regardez nos usages, on peut downsizer. On est des consommateurs d'énergie, on est goulus d'énergie, et en fait, on pourrait avoir une civilisation beaucoup plus intelligente où on consomme beaucoup moins d'énergie. Par exemple, Findorn, aujourd'hui, autoproduit son énergie. Toute l'Écosse, il y avait le ministre de l'Écosse qui expliquait comment ils allaient rendre l'Écosse complètement auto-indépendant en termes d'énergie. Et aujourd'hui, il y a toutes les technologies pour créer une approche énergétique complètement différente, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus dispersée, d'ailleurs comme le wiki, où chacun produit beaucoup plus d'énergie. Simplement, ça casse complètement les modèles classiques de la société industrielle de centralisation.
De toute façon, un des aspects de cette nouvelle civilisation, c'est qu'elle casse, comme Internet l'a fait au niveau de la communication, les points centrales. Et c'est pour ça que ça remet en cause les systèmes de pouvoir classiques. Par rapport à ce que tu dis, au fait de réduire nos consommations, etc., il y a notamment une piste, c'est que pour le pétrole, les torchères, vous savez, ces trucs qui brûlent les gaz, etc., bouffent environ 15%. Ah, c'est ici, j'ai eu il n'y a pas longtemps, j'ai fait le tour du monde des énergies. Et alors là, ils sont en train de commencer à s'en occuper pour remplacer les torchères, enfin remplacer le système des torchères, parce que c'est hallucinant. Alors, il y a une autre chose qui va se passer, qui se passe aujourd'hui, que vous constatez tous. D'ailleurs, on a eu un article dans Le Monde de notre ancien ex-ministre de la Recherche sur cette thématique-là, qui était très intéressant, qui niait le réchauffement climatique, notre cher Allègre, qui a fait un petit article rectificatif, puisque maintenant c'est évident que la planète se réchauffe. Et là, on avait les derniers chiffres, la file d'or, elle se réchauffe au-delà des prédictions les plus terribles qu'on pouvait imaginer. Dans les pays anglo-saxons, quand vous allez dans les librairies, maintenant vous avez un livre en pile qui est qu'est-ce qui se passe sur la planète quand ça se réchauffe d'1 degré, de 2 degrés, de 3 degrés, de 4 degrés, de 5 degrés. On voyait les plans, les cartes de New York, de Londres, etc., exactement, en fonction du nombre de degrés de réchauffement et de la montée de l'eau. Et Allègre, dans son article, a dit, mais le problème, c'est pas tellement le réchauffement. Il a remis, alors du coup, il a complètement renversé sa veste. Il a fait une remarque, par contre, très scientifique et très intéressante, et qui est juste. Le problème, c'est que ça ne se réchauffe pas globalement de la même manière, et que surtout, c'est chaotique. C'est-à-dire que le climat est en train de changer chaotiquement. Or, toute notre agriculture est basée évidemment sur la prévision de cycles prédictibles. Donc, ce dérèglement du climat va précipiter aussi la fin du modèle ancien. D'où la nécessité, encore une fois, de se relocaliser. La seule manière de s'en sortir, c'est effectivement de créer ces communautés sustainable, et c'est une bonne nouvelle. C'est ça toute l'idée, cette énergie positive, c'est-à-dire après tout ce monde industriel qu'on a connu, ça a été une étape de l'humanité, mais il avait tout de même un certain nombre de défauts considérables, et notamment de polluer massivement la planète, et on a l'occasion rapidement, et c'est nécessaire, d'inventer un nouveau modèle, dans lequel les communautés vont être beaucoup plus fortes, dans lesquelles on va pouvoir échanger, on va pouvoir se désintoxiquer, dans lesquelles on va être enfin libre d'une société de consommation qui finalement est devenue mortifère. Et retrouver ou trouver des valeurs beaucoup plus élevées de communauté, de spiritualité, d'échange. Parce que s'il nous manque du pétrole, par contre, on a des gens très éduqués qui peuvent vivre ensemble, se développer ensemble, créer des communautés de sang, d'intelligence collective, et c'est une très très bonne occasion de le faire. Mais ce processus est extrêmement complexe. On avait des ministres de l'économie britannique qui étaient là, mais tous ont dit l'État ne pourra jamais le faire tout seul. Il faut que les gens prennent conscience de ces enjeux, organisent des communautés à la base et rentrent dans un processus de transformation. Et il y avait des représentants d'une dizaine d'éco-towns, d'éco-villes, d'éco-quartiers, d'éco-villages anglais, et ils lancent des grands processus d'intelligence collective, partis de la base, soutenus par le plus haut niveau du gouvernement, pour aider cette transformation. Alors, même cette crise du pétrole, y compris cette crise écologique, c'est peut-être pas la chose la plus précipitante, la plus évidente, la plus rapide. Et je vous rappelle que dans le management du troisième millénaire, il y a 25 ans, j'écrivais que la fin de la société industrielle, le signe de cette fin, ça serait l'effondrement, parce que c'est toujours ce qui structure une civilisation par laquelle cette civilisation s'effondre. C'est-à-dire que la civilisation agraire s'est construite sur la noblesse, et sur des valeurs extrêmement intéressantes qui étaient la noblesse, et c'est parce que ces valeurs se sont effondrées, et la noblesse s'est elle-même effondrée, je ne reviendrai pas là-dessus, dans une crise majeure de son sens et de sa relation au monde, mais de la même manière, en ce moment, on est en train de voir le monde
industriel s'effondrer sur ce qui a fait sa force, c'est-à-dire l'argent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette société tient uniquement par la croyance que effectivement L'Oréal, entre guillemets, ou le CAC 40 continuera à pouvoir croître de 2 chiffres. C'est pour ça que tous les gens sont tellement accrochés à ces 2 chiffres, parce que si, effectivement tout le système est basé là-dessus. Une croissance à 2 chiffres. Il nous faut une croissance à 2 chiffres. S'il n'y a pas cette croissance à 2 chiffres, alors la valeur de ces actifs est totalement surévaluée et l'ensemble du système s'effondre. D'autant plus que dans un pays extrêmement endetté comme la France, effectivement, cette dette n'est solvable et n'est crédible que s'il y a croissance. S'il y a un monde qui décroît, à ce moment-là, immédiatement, la France est non solvable. Et à ce moment-là, elle est en faillite. Pas les seuls, mais la France est extrêmement exposée du fait même de sa situation de dette et de l'importance de la place de l'État dans ce pays. C'est-à-dire que si on risque d'avoir une crise très particulièrement majeure en France, par exemple l'Italie est très endettée, mais toute l'économie est souterraine. Et c'est une économie qui est déjà une économie solidaire, d'échange, de contre-dons et tout ça. Il y a toute une partie occulte de l'économie en Italie. Ce qui fait que la partie visible de l'économie, il y a une énorme partie de l'économie italienne qui est souterraine. Alors que nous en France, on est complètement... Voilà, on est tenu par l'État. Et Il y a la moitié des Français, plus de la moitié des Français dépendent d'un chèque de l'État, tous les mois. Si l'État est en faillite, tout simplement, ils ne reçoivent pas leur chèque. Et à ce moment-là, y compris les 2 millions de personnes du RMI. Et l'État français n'est pas du tout proactif par rapport à ces histoires d'éco-village. Et l'État français a totalement fait l'autruche par rapport à tous ces enjeux. C'est le seul. Enfin, je veux dire, en ce moment, quand on est en Angleterre, on est en état de guerre. Ils parlent de 3e guerre mondiale, c'est-à-dire de se bouger, de s'agiter, de planter ses carottes et de se préparer, quoi. Le Dalai Lama aussi a demandé à tous les gens qui connaissent d'être indépendants, d'avoir leur propre source nucléaire, des ressources d'eau, etc. Alors, comment on peut utiliser cette information? Et c'était ça toute l'intelligence collective de cette semaine, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment on le fait positivement. Il ne s'agit pas de se lamenter, il ne s'agit pas de dire bah voilà c'est horrible, non, c'était un moment de la civilisation, ça a été très positif, mais simplement maintenant on est au pied du mur, il faut agir vite et organiser. Alors il y a 4 dimensions. Il y a il faut s'organiser à court terme de comment on va survivre dans les 5 prochaines années. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des plans à long terme sur une nouvelle civilisation si on ne survit pas à court terme. Il ne faut pas oublier que toute la question du pétrole, le pétrole, il faut bien comprendre qu'une armée, aujourd'hui, une armée moderne, dépend totalement du pétrole. Que la police dépend du pétrole. Qu'il n'y aura plus aucun policier qui viendra faire de l'ordre quand le pétrole sera à $500. Personne ne sera capable de payer les policiers pour aller faire de l'ordre avec l'ordre, à ce prix-là. Donc, à très court terme, il faut se rassembler en termes de communauté, créer des éco-villages autosuffisants et ne pas rester isolés. Il tenait énormément à ça. La situation en France, j'étais à Radio Aligre, la situation en France, déjà, de beaucoup de gens pauvres est en train de se dégrader très très vite, à cause du prix qui en monte. Les gens qui vivent avec le RMI aujourd'hui, leur situation, c'est qu'ils sont étranglés. Ces gens restent seuls dans leur coin, ils croient que c'est à cause d'eux, que c'est parce qu'ils sont nuls, et tout ça. Il faut à tout prix que les gens, à mesure que l'eau monte et que la misère s'installe, ne restent pas seuls. Il faut organiser ces gens pour qu'ils puissent rentrer dans des processus de développement d'un nouveau type. L'autre chose, c'est qu'évidemment, il y a un gigantesque travail à réfléchir à un nouveau type de civilisation à inventer. Ça, c'est une chose que je vous ai introduit il y a déjà 6 mois. C'est capital de dégager le Charles Leclerc 10 milliards d'euros. Déjà, quand je travaillais pour le ministère de la Défense, je disais c'est scandaleux d'investir cet argent, alors que vous savez tous que le Charles Leclerc ne sera jamais utilisé, que ce n'est pas l'enjeu, et qu'on est en face d'une crise où l'enjeu, c'est d'investir des dizaines de milliards à inventer une nouvelle civilisation. Il faut lever des fonds pour que des gens comme Edgar Morin, au CNRS, qu'on cesse de financer des chercheurs qui ne servent plus à rien, et qu'on finance un plan massif de recherche sur ces nouvelles civilisations. Ça se chiffre par milliards d'euros. Ce n'est pas des petites choses, c'est toute une civilisation qu'il faut réinventer. Et bien sûr, il faut mener une politique
à la fois où les têtes dirigeants, les politiques, soient conscients face de l'information top-down sur ces enjeux, mais il faut très vite organiser des processus non seulement démocratiques, mais collectifs, parce que on peut fonctionner en démocratie quand on est dans un contexte et dans une civilisation donnée, mais là il s'agit d'une révolution. Et cette révolution, si elle n'est pas appuyée sur une base très large, elle ne se fera pas. Et nos communautés dépendent de cette révolution. Donc là-bas, on a beaucoup insisté sur l'organisation des processus bottom-up. J'étais à Lyon, séminaire organisé par le MEDEF de Lyon, devant 100 personnes. J'ai invité la politique lyonnaise et la ville de Lyon à se lancer en tant que seconde capitale de la France dans ce processus. On est en train de créer un groupe à Lyon. Dans l'année qui vient, je vais sillonner la France et je vais lancer cette révolution par la base. C'est nécessaire. Et il faut évidemment que le club de Budapest, et ça je l'ai beaucoup parlé ces 6 derniers mois, se passe d'un état d'endormissement total à un état d'acteur de ce changement. On n'est plus du tout dans le fait d'organiser des soirées sympas et tout ça, c'est plus du tout ça. On est dans un processus de crise majeure, planétaire. Ce qu'on avait prédit depuis 30 ans est en train d'arriver et on doit être les acteurs de cette transformation. Donc il faut qu'on change profondément notre manière de voir et de comprendre notre position dans le système. Bien évidemment, même s'il y a ce bottom-up, il faut à tout prix que les dirigeants du pays soient concernés, comprennent cet enjeu et le facilitent. Et là, dans ce sens-là, c'est vrai que l'atmosphère à Findorm était très particulière, parce que le prince Charles est en train de lancer un éco-village. Si vous voulez, on sent une totale harmonie entre les gens de la base qui sont en train de se lancer dans ce processus et tout l'establishment anglais qui a très bien compris ça. Et pourtant, c'est la première, c'est peut-être pour ça aussi, c'est pourtant quelle société plus industrielle que la société anglaise? Et qui, mieux que les Anglais, sont informés? Je veux dire, quand on parle de James Bond, c'est un cliché, mais ça fait référence à une autre chose, c'est que les services secrets anglais sont les meilleurs du monde et ils sont très, très connus pour ça. Et ils sont très forts dans ces analyses globales. Alors il y a tout ce travail proactif et ce travail sur la vision de cette nouvelle civilisation. Parce que cette civilisation, le problème, alors ça c'est magnifique parce que c'est ce qu'on a fait depuis 10 ans, et dans ce sens-là, on est les pionniers. Le club de Budapest, dans ce contexte-là, prend un sens complètement extraordinaire, parce que ça fait 15 ans qu'Erwin Laszlo explicite tout ça. Donc, et tout ce travail qu'on a fait depuis 15 ans, qui est les fondations de cette nouvelle civilisation, Erwin, avec des gens comme... et là, il faut aussi relire, je vous invite, Karine a relu l'œuvre, tu peux témoigner de ça, de l'œuvre de Sri Aurobindo. L'œuvre de Sri Aurobindo n'est pas du tout anecdotique, elle est fondatrice. Sri Aurobindo n'est pas un penseur indien, il est le grand penseur mondial de cette nouvelle civilisation. Donc je vous invite à lire Sri Aurobindo, c'est extrêmement important. Parce que vous ne pouvez pas comprendre tous ces enjeux si vous ne comprenez pas cette vision extraordinaire qu'a Sri Aurobindo dès le début du siècle de tous ces enjeux. Comme Teilhard de Chardin d'ailleurs. Et évidemment, même ce travail sur la vision à long terme, elle doit être complétée par une capacité de réponse à court terme. J'en parlais avec Patrick, qui est là. Je ne suis pas allé aux États-Unis. Cet été, je devais aller aux États-Unis. J'ai annulé parce que j'étais avec un des plus grands experts américains. Il m'a dit, vous pouvez venir aux États-Unis, on vous accueille, on sera ravis de vous avoir, simplement faites attention de pouvoir en sortir. Ah ouais. Énorme. Ah ouais. Parce que les États-Unis, alors la France a son problème, mais les États-Unis, si tu veux, ils ont un autre problème. C'est que pour le consommateur américain, actuellement, le dollar s'effondre, et son prix à la pompe, il est multiplié par 3. Et lui, pour aller au travail, il prend sa voiture. Bah oui. Il y a 53 millions d'Américains qui prennent leur travail, et dont le budget pour aller au travail a triplé. Il va quadrupler et même multiplier par 10. Donc si tu veux, Ils dépendent de la voiture. tout ça avec déjà 2 millions de gens dans la rue qui ont perdu leur maison.